Quel est le prix d'un simple acte de défi? Aidez-moi, s'il Pour vous plaît. Élise de Valois, fille oubliée du commerce de la soie lyonnais, le coup fut tout ce qu'elle avait jamais connu. Mais en perdant une cage dorée, elle était sur le point de découvrir la liberté indomptée d'un monde dont elle ignorait l'existence, et un amour plus puissant que n'importe quelle fortune. Voici l'histoire de comment une fuite désespérée dans les marais sauvages de la Camargue a provoqué la collision de deux âmes, une dame de haute naissance et un cavalier reclus, et a forgé une légende qui serait murmurée sur les vents salés de Provence pour les générations à venir. La décision fut scellée par le claquement de la porte de sa chambre, un son de finalité qui rappelait la fermeture d'un tombeau. Élise appuya son dos contre le bois orné, son cœur un oiseau affolé contre les barreaux de son corset. En bas, dans le grand salon de leur domaine lyonnais, son père portait un toast à son nouveau partenaire commercial, le comte de Rochefort. Le comte était un homme de 50 ans, avec une bouche cruelle et des mains qui s'attardaient trop longtemps, et il devait être son mari. L'accord, signé et scellé autour d'un verre de Porto, avait échangé son avenir contre un monopole sur le commerce de la soie vers le nord. Elle était une marchandise, la plus précieuse que son père possédait. Cette nuit-là, alors que la lune jetait de longues ombres sur les jardins bien entretenus, Élise fit un autre choix. Elle échangea ses robes de soie contre la robe simple et robuste d'une femme de chambre. Elle vida sa boîte à bijoux, ne prenant qu'une petite bourse de pièces et un simple médaillon contenant une miniature de sa défunte mère. Avec le silence d'un fantôme, elle se glissa hors de la maison, qui était devenue sa prison, et s'enfuit vers le sud, vers la promesse de la mer, vers une liberté inconnue. Pendant une semaine, elle voyagea, vendant une petite boucle d'oreille en perles ici, une épingle en argent là, pour payer son passage dans des carrosses poussiéreux et des nuits dans de modestes auberges. Mais le bras du comte était long. Dans une ville juste au nord d'Avignon, elle vit un avis affiché, une belle récompense pour toute information menant au retour d'Élise de Valois, décrite comme une jeune femme mentalement fragile et confuse, qui s'est éloignée des soins de sa famille aimante. Le mensonge était une cage de mots, destinée à la discréditer et à s'assurer que personne ne l'aiderait. La panique la propulsa hors des routes principales, dans le cœur sauvage et inconnu de la Provence. Elle acheta un cheval, une jument douce, et s'enfonça plus profondément dans la campagne, attirée par le paysage étrange et plat qui scintillait dans la brume de chaleur. La Camargue. C'était une terre de sel, de vent et d'eau, un endroit où l'emprise de la civilisation semblait se relâcher. Mais la beauté était traîtresse. Perdue dans le réseau labyrinthique de marais et de roselières, sa jument prit peur d'un taureau noir qui surgit des roseaux comme une créature mythique. Le cheval s'emballa, projetant Élise dans l'eau saumâtre et peu profonde. Elle atterrit lourdement, le souffle coupé, et regarda avec désespoir son dernier lien avec son ancienne vie s'éloigner au galop vers le soleil couchant. Épuisée, trempée et totalement seule, elle se traîna sur une petite parcelle de terre ferme. Le marais autour d'elle s'animait des bruits de la nuit. Le vent salé murmurait à travers les roseaux, et le cri d'un flamant rose lointain ressemblait à une complainte. Le monde se mit à tourner, les bords de sa vision se brouillant dans l'obscurité. Alors qu'elle succombait aux ténèbres envahissantes, elle perçut vaguement une silhouette sur un cheval blanc, apparaissant comme un esprit de la brume montant de l'eau. Jean-Luc avait la Camargue dans le sang. Ses ancêtres avaient été des gardians, les légendaires cavaliers des marais, pendant des siècles. Il connaissait les sentiers cachés, les humeurs de l'eau, les secrets des chevaux blancs sauvages et des féroces taureaux noirs. À 32 ans, il vivait une vie de solitude délibérée dans la cabane de sa famille. Une petite hutte, blanchie, à la chaux, avec un toit de chaume, au cœur des marais. Sa solitude était un bouclier. Des années auparavant, un noble, assez semblable au comte de Rochefort, avait spolié son père
de la meilleure partie de leur pâturage avec un papier signé et une fausse promesse. La trahison avait brisé l'esprit de son père et rempli Jean-Luc d'une méfiance profonde et durable envers l'aristocratie et leur monde d'encre et de mensonges. Il surveillait son troupeau de chevaux quand il la trouva. Une femme vêtue de beaux habits, bien que ruinée, effondrée dans les roseaux. Son premier instinct fut la méfiance. Les gens de sa classe ne se perdaient pas simplement en Camargue. Ils venaient pour chasser, pour arpenter, pour prendre. Il vit l'éclat d'une bague de prix à son doigt et sa mâchoire se crispa. Mais alors, il vit la vulnérabilité sur son visage inconscient, le bleu sur sa tempe, le désespoir pur de sa situation. Elle n'était pas une menace. Elle était une âme naufragée, échouée sur les rives de son monde solitaire. Avec un soupir qui mêlait frustration et une compassion longtemps endormie, il descendit de cheval. Il la souleva sur son propre étalon blanc, César, et entama la lente chevauchée vers sa cabane. Il se dit que ce n'était que jusqu'à ce qu'elle soit assez bien pour être renvoyée. Il se dit qu'elle était une complication dont il n'avait pas besoin. Il ne savait pas encore qu'en la sauvant, il commençait aussi à se sauver lui-même. Élise se réveilla à l'odeur de la fumée de bois et du poisson salé. Elle était allongée sur une simple couchette, recouverte d'une couverture rêche mais chaude. L'intérieur de la hutte était sobre mais propre. Des filets de pêche, des brides et un long bâton, semblable à un trident, étaient accrochés au mur blanchi à la chaux. Un petit feu brûlait dans un foyer. Et par la porte ouverte, elle pouvait voir un paysage d'eau et de ciel qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Jean-Luc était dehors, réparant un filet avec des mains calleuses et habiles. Il se déplaçait avec une grâce tranquille et puissante, parfaitement à l'aise dans son domaine sauvage. Quand il la vit réveillée, il entra, lui offrant un bol de soupe de poisson et une tasse de tisane. « Vous avez eu de la chance », dit-il, sa voix profonde et rauque, à force de ne pas être utilisée. Le marais ne pardonne pas les erreurs. « Merci », murmura Élise. « Vous m'avez sauvé. » Il grogna simplement en réponse, ses yeux méfiants. « Quand vous serez assez forte, je vous emmènerai à Arles. Vous pourrez y trouver une diligence. » Les jours qui suivirent furent une lente et tranquille danse de convalescence et de découverte. Une fièvre s'empara d'Élise, résultat de la chute et de l'exposition. Jean-Luc la soigna avec un soin bourru, mais indéfectible. Il utilisa sa connaissance des herbes des marais pour préparer des tisanes qui firent baisser sa fièvre, et créa des onguents qui apaisèrent ses coupures et ses contusions. À mesure que ses forces revenaient, Élise commença à observer l'homme qui l'avait sauvée. C'était un homme de peu de mots, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes. Elle regardait la façon dont il traitait ses chevaux, avec une autorité douce, née d'un profond respect. Elle voyait la concentration tranquille avec laquelle il réparait son équipement, le lien profond qu'il avait avec la terre sauvage qui l'entourait. Déterminée à ne pas être un fardeau, elle commença à aider là où elle le pouvait. Elle n'avait jamais cuisiné sur un feu de bois ni nettoyé un poisson, mais elle apprit vite. Elle utilisa ses talents de couturière pour raccommoder ses vêtements usés, ses points, une carte de son ancienne vie, appliquée sur le tissu de sa nouvelle. Il la regardait, sa méfiance, initiale, se transformant lentement en une admiration réticente. Cette dame de haute naissance avait une résilience à laquelle il ne s'attendait pas. Un soir, alors qu'elle fredonnait une douce mélodie de son enfance, en remuant une marmite, il parla. « Cette chanson, elle vient de la ville. C'est une berceuse que ma mère chantait, » répondit-elle, une vague de tristesse l'envahissant. Il se tut, mais c'était un silence différent, un silence partagé. « Ma mère chantait aux chevaux, » dit-il après une longue pause. Elle disait qu'il comprenait la musique du cœur, mieux que les hommes. C'était une ouverture, une petite fissure dans le mur de sa solitude. Timidement, ils commencèrent à partager leurs histoires. Elle lui parla de l'ambition de son père, du cruel conte,
de sa fuite désespérée pour une vie à elle. Il lui parla de la trahison de sa famille, de la perte de leurs terres, de son vœu de ne plus jamais faire confiance à la parole d'un homme qui portait de la soie. « Nous ne sommes pas tous comme ça, dit-elle doucement. Certains d'entre nous essaient juste d'échapper aux prisons qu'ils construisent. Dans la beauté sauvage de la Camargue, entourée de volées de flamants roses qui peignaient les lagunes en rose et des troupeaux tonitruants de chevaux blancs, Élise se sentit plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été dans les salles opulentes de Lyon. Elle apprit à monter César, non pas avec la posture raide d'une dame, mais avec la liberté équilibrée d'une gardienne. Jean-Luc lui apprit à lire les signes du marais, à sentir le rythme des marées, à comprendre l'âme brute et indomptée de sa demeure. Et alors qu'ils passaient leurs journées ensemble, quelque chose d'inévitable et de puissant commença à grandir entre eux. C'était dans la façon dont sa main s'attardait sur la sienne lorsqu'il lui passait une reine, la façon dont son rire semblait éclaircir les ombres dans ses yeux, la façon dont il tombait dans un silence confortable, regardant simplement le soleil se coucher sur l'eau, ressentant un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Un après-midi, ils partirent voir un poulain nouveau-né, une créature dégingandée et d'un blanc pur, encore instable sur ses pattes. Alors qu'Élise tendait la main pour caresser son doux museau, la mère du poulain, habituellement protectrice, permit le contact. « Elle te fait confiance, » dit Jean-Luc, sa voix remplie d'un émerveillement tranquille. Il tendit la main, non pas vers le cheval, mais pour caresser doucement la joue d'Élise. Son pouce effleura sa peau. Un contact à la fois rude et incroyablement tendre. « Tu as un cœur doux, Élise. » Le genre que la Camargue reconnaît. Elle se pencha dans son contact, les yeux fermés. Toute la peur, toute la perte, toute la solitude de son passé semblaient fondre sous la chaleur de sa main. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit ses propres sentiments se refléter dans son regard. Un amour profond, profond, qui avait pris racine dans le sol le plus improbable. Il se pencha, et elle le rejoignit à mi-chemin. Leur baiser était salé de l'air marin, et aussi sauvage et élémentaire que la terre qui les entourait. C'était un baiser qui scellait un pacte, une promesse qu'ils n'étaient plus deux personnes séparées et brisées, mais une seule, unie contre le monde qui les avait rejetés. Leur sanctuaire idyllique fut brisé par le son lointain, mais sans équivoque, d'un corps de chasse. Jean-Luc se tendit immédiatement, sa main volant vers la poignée du couteau qu'il portait toujours. « Ils nous ont trouvés, » dit-il, sa voix un grondement sourd. Il aida Élise à monter sur César, se hissant derrière elle, d'un seul mouvement fluide. « Tiens-toi bien. » La poursuite fut un flou terrifiant et haletant. Le comte de Rochefort et une demi-douzaine de ses hommes, guidés par un pisteur local, tonnèrent à travers les marais. Ils étaient maladroits, leurs chevaux peinant sur le terrain inconnu, mais ils étaient animés par la fureur obsessionnelle du comte. « Il n'y a nulle part où fuir, paysan. » La voix du comte résonna sur l'eau. « Elle est à moi. » Mais Jean-Luc ne fuyait pas. Il menait. Il pressa César à travers des chenaux cachés et des vasières traîtresses qu'il connaissait comme sa poche. Les poursuivants, peu familiers des dangers du marais, commencèrent à prendre du retard. Le cheval d'un homme s'enfonça jusqu'au ventre dans un banc de sable mouvant caché. Un autre fut projeté à terre lorsque sa monture trébucha sur une racine submergée. Élise, le cœur battant, s'agrippait à Jean-Luc, sa connaissance de leurs poursuivants s'avérant vitale. « Le comte est orgueilleux !» cria-t-elle par-dessus le vent. « Il n'abandonnera pas, mais ce n'est pas un cavalier habile. Il craint l'eau profonde. » Utilisant cette information, Jean-Luc conçut un plan audacieux. Il guida César vers l'étang de Vaccarès, la plus grande des lagunes salées de Camargue. Il entra directement dans les bas-fonds, le cheval blanc se déplaçant avec une confiance sublime. Le comte et ses hommes restants hésitèrent au bord de l'eau. Voyant sa proie sur le point de s'échapper, le comte éperonna son cheval en avant dans un accès de rage. Mais son lourd étalon de ville
n'était pas de taille pour les eaux camarguaises. Il paniqua, perdit pied et envoya le comte barbotant dans la lagune salée. Jean-Luc ne s'arrêta pas. Il chevaucha jusqu'à ce qu'ils atteignent un îlot isolé, caché par un épais rideau de roseaux. De leur cachette, ils regardèrent les hommes du comte repêcher leur maître de l'eau, une caricature humiliée et dégoulinante du pouvoir aristocratique. Vaincus et démoralisés, les poursuivants battirent en retraite. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Mais ils savaient tous les deux que le comte ne pardonnerait pas cette humiliation. Il utiliserait sa richesse et son influence pour les écraser. « Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement », dit Élise cette nuit-là, sa voix lourde de la réalité de leur situation. « Nous ne nous cacherons pas », répondit Jean-Luc, son bras se resserrant autour d'elle. « Nous nous battrons. Mais pas avec leurs armes, avec les nôtres. » Il la regarda, ses yeux brillants d'une idée. « Tu as dit que le contrat de ton père était pour un monopole sur le commerce de la soie vers le nord. Le comte a-t-il d'autres partenaires commerciaux ?» L'esprit d'Élise, vif et éduqué, se mit à courir. Elle se souvint de conversations, de noms, de bribes d'accords que son père avait discutés. Le comte était impitoyable, connu pour rompre les contrats et ruiner les petits commerçants. « Il a beaucoup d'ennemis, » dit-elle lentement, un plan se formant. Des hommes qu'il a trompés. Des hommes qui seraient ravis de le voir tomber. Elle regarda le petit médaillon qu'elle portait toujours. Sa mère le lui avait donné, et à l'intérieur, caché derrière le portrait miniature, se trouvait un minuscule morceau de papier plié. C'était une note que sa mère avait écrite, un avertissement sur la duplicité du comte, mentionnant un grand livre secret où il consignait ses transactions malhonnêtes. C'était un héritage de fille d'un autre genre, non pas de l'argent, mais de la connaissance. « Il y a un magistrat à Arles, » dit Jean-Luc. « Un homme honnête, » disait mon père. Le vieux Monsieur Dubois. Il méprise l'arrogance de la noblesse parisienne. Armés d'un plan, ils quittèrent la sécurité des marais. Leur voyage vers Arles fut empreint de tension, car ils savaient que les hommes du comte surveilleraient les routes. Mais la Camargue avait des alliés qu'ils n'avaient pas prévus. D'autres gardians, des pêcheurs et des fermiers, des gens qui avaient souffert sous le joug d'aristocrates, comme le comte, leur offrirent abri, nourriture et information, les guidant à travers des sentiers secrets. À Arles, ils trouvèrent Monsieur Dubois. Au début, le vieux magistrat était sceptique. Mais alors qu'Élise, articulée et posée, exposait l'histoire des transactions corrompues du comte, utilisant les informations de la note de sa mère comme point de départ, son intérêt grandit. « Ce sont de graves accusations, mademoiselle, » dit-il, la regardant par-dessus ses lunettes, « mais sans preuve. »« La preuve est dans son grand livre, » insista Élise. « Il le garde dans son bureau, à son domaine, près d'Avignon. » C'était un pari, mais c'était leur seule chance. Monsieur Dubois, intrigué par la possibilité de faire tomber un noble corrompu et persuadé par la digne quiétude de Jean-Luc, accepta de lancer une enquête. Les semaines qui suivirent furent un tourment d'attente. Élise et Jean-Luc restèrent dans une petite chambre mansardée, fournie par un des alliés de Jean-Luc à Arles. Dans l'inactivité forcée de la ville, leur lien se renforça. Il était un poisson hors de l'eau, mal à l'aise avec le bruit et la foule, et elle devint son ancre. Elle lui apprit à lire et à écrire plus couramment, et il écoutait, captivé, pendant qu'elle lui lisait un livre de poésie usé qu'elle avait acheté. Finalement, la nouvelle arriva. L'enquête de M. Dubois, discrète et approfondie, avait porté ses fruits. Le grand livre fut trouvé. Il contenait des preuves détaillées des crimes du comte, corruption, fraude et saisie illégale de terre. Le scandale fut énorme. Le comte de Rochefort était ruiné, son arrestation provoquant des ondes de choc dans l'aristocratie. Le père d'Élise, terrifié d'être associé au scandale, annula rapidement et discrètement le contrat de mariage. Dans une lettre, il la déshérita, mais joignit également une somme d'argent substantielle. De l'argent pour acheter son silence, pour s'assurer qu'elle ne retournerait jamais à Lyon, pour causer davantage d'embarras. Élise regarda le sac de pièces d'or, le prix de sa liberté.
C'est de l'argent sale, dit-elle à Jean-Luc. Non, répondit-il en prenant sa main. C'est un commencement. Ce sont les graines de notre avenir. Ils retournèrent en Camargue, non pas comme des fugitifs, mais comme des vainqueurs. Avec l'argent, ils rachetèrent le lopin de terre que le père de Jean-Luc avait perdu. Ce n'était pas un grand domaine, mais c'était le leur. Ils construisirent une nouvelle cabane, plus grande près de l'eau, avec une écurie pour les chevaux blancs qu'ils élèveraient ensemble. Leur mariage n'eut pas lieu dans une grande église, mais sur les rives de la lagune, au lever du soleil, en présence d'une poignée de gardiens et des volées de flamants roses prenant leur envol. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses de respect mutuel, de liberté partagée, d'un amour aussi durable que la terre elle-même. Leur élevage de chevaux, la manade Valois-Bonnet, devint une légende. Il était réputé pour produire les plus beaux chevaux de Camargue, un mélange parfait du savoir ancestral de Jean-Luc et de la tenue méticuleuse des registres et du sens des affaires d'Élise. Leur maison devint un sanctuaire, un lieu où deux mondes se rencontrèrent et créèrent quelque chose de nouveau et de beau, un témoignage d'un amour qui avait défié les conventions et triomphé de l'adversité.